Et nous partons tout de suite à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, pour notre dernier débat consacré aux indépendances africaines. On retrouve tout de suite Jean-Bernard Cadier et ses invités pour parler de l'avenir du continent africain. Bienvenue en République démocratique du Congo. Bienvenue en République démocratique du Congo. Effectivement, nous sommes à Kinshasa pour ce dernier débat de notre série consacrée aux indépendances africaines. Alors nous sommes à Kinshasa aujourd'hui, le 30 juin, parce que c'est le 50e anniversaire de l'indépendance ici, dans cet immense pays d'Afrique, ancien Congo belge, ancien Zaïre, aujourd'hui République démocratique du Congo. Les célébrations vont bon train autour de nous, avec notamment le roi des Belges, le Premier ministre belge, le président Kabila. Mais l'une des raisons aussi pour lesquelles nous sommes ici, parce qu'il fallait bien choisir un pays pour conclure cette série, c'est parce que nous sommes dans le pays francophone le plus peuplé d'Afrique. Et d'ailleurs aussi le pays francophone le plus peuplé du monde, la République démocratique du Congo. Alors dans cette série consacrée aux indépendances, on a beaucoup parlé du passé. Que s'est-il passé depuis 50 ans? Eh bien pour ce dernier débat, on a décidé de parler de l'avenir. Que va-t-il se passer maintenant, dans les 10, les 20 ans qui viennent? Quelle sera la place de l'Afrique dans le monde de demain? Un débat qu'on va essayer d'asseoir sur le concret de ce pays, la République démocratique du Congo, qui symbolise d'ailleurs à lui-même beaucoup des difficultés et des potentialités de l'Afrique, dans les extrêmes difficultés avec les guerres civiles les plus meurtrières du continent, mais aussi extrême potentialité avec la potentialité économique et démographique que connaît ce pays. Je vous présente tout de suite nos invités qui ont accepté de participer à ce débat. Monsieur Alexis Tambwe Mwamba, ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo. Merci, monsieur le ministre, d'être avec nous. Merci beaucoup. Soyez les bienvenus. Merci. Le professeur Mwayila Chiyembe, qui est un spécialiste de géopolitique de l'Afrique centrale, de l'Afrique en général, et qui est aussi professeur à Paris 12. Monsieur Michel Lozambé, qui est un des banquiers hommes d'affaires les plus en vue du pays, notamment directeur général de Citibank Congo et président de l'association congolaise des banques. Et Bruno Minas, journaliste à RFI, grand spécialiste de l'Afrique, qui a visité l'Afrique dans tous les sens et depuis de nombreuses années, et que nous avons grand plaisir à retrouver ici à Kinshasa. Alors, on a parlé du passé, on va parler de l'avenir. Moi, je voudrais, avant de commencer, parler du présent, parce que le présent, c'est le football, tout le monde le sait, cette Coupe du Monde qui se déroule en Afrique. Et je voudrais savoir, messieurs, si justement le football est en train de changer un peu l'image de l'Afrique dans le monde. Bruno Minas, le fait que la Coupe du Monde ait lieu en Afrique du Sud, est-ce que c'est bon pour l'Afrique? Évidemment, c'est une symbolique très forte. J'étais en Afrique du Sud quand le tirage au sort de la Coupe du Monde a eu lieu. Et alors, ce qui est formidable dans cette histoire, c'est que les Sud-Africains ont joué la chose généreusement. C'est-à-dire, ils ont dit d'emblée que c'était la Coupe du Monde du continent. Ils auraient pu tirer la couverture en disant la Coupe du Monde a lieu en Afrique du Sud. Non, on a communiqué tout de suite sur le thème la Coupe du Monde a lieu en Afrique. Et ça, symboliquement, c'est très fort parce que ça montre que le continent est capable d'accueillir à l'égal des autres des événements internationaux de premier ordre. Monsieur le ministre, je crois que vous n'êtes pas un spécialiste de football. Par contre, vous êtes un spécialiste de politique. Qu'est-ce que vous pensez de ce phénomène football? Je suis heureux parce que l'Afrique a pu prouver qu'elle est capable d'organiser une opération de ce genre, qui est une opération planétaire. Normalement, quand on parle de l'Afrique dans vos médias, ce sont les crises, ce sont les guerres, c'est le sida, c'est le paludisme. Et pour une fois, toute la presse mondiale parle de l'Afrique de manière positive. Et nous considérons que le défi que l'Afrique du Sud a lancé au monde, l'Afrique du Sud l'a lancé pour nous tous. Et nous sommes très fiers de voir que tout se déroule très correctement. Nous sommes vraiment très contents. Alors, je voulais qu'on parle du poids de l'Afrique dans le monde de demain, le poids politique. Il y a eu un sommet France-Afrique à Nice, Afrique-France, il y a quelques semaines, où il a été question du poids de l'Afrique au Conseil de sécurité des Nations Unies. Alors, monsieur le ministre, c'est un très beau projet, que l'Afrique soit mieux représentée au Conseil de sécurité, mais on n'a pas beaucoup avancé. Non, on n'a pas beaucoup avancé, c'est pas normal. Et nous devons continuer, évidemment, à revendiquer cette place sur le plan mondial. Nous représentons aujourd'hui plus de 1 milliard d'habitants dans notre continent. Le Conseil de sécurité, nous ne sommes représentés qu'avec 3 États, 3 membres non permanents, alors que les 3/4 des matières qui sont traitées au Conseil de sécurité concernent l'Afrique. Il n'est pas normal qu'au seuil de l'appareil le plus important,
où on traite des questions de sécurité et où les 3/4 des questions concernent l'Afrique, que nous n'y soyons pas représentés de manière permanente. Mais par qui, monsieur le ministre, vous pensez qu'il... Non, nous avions dit que l'Afrique doit être présente. Il est évident que nous avons plus de 50 pays en Afrique. Ce n'est pas possible qu'on puisse dire tous les 50 pays africains vont se trouver au Conseil de sécurité. Mais nous avons dit qu'au niveau de l'Union africaine, nous devons pouvoir être à même de désigner, sur base des critères tout à fait objectifs, quel pays peut représenter l'Afrique. Ce que nous réclamons, c'est des places permanentes. Lorsque nous nous sommes réunis à les Oulimis, nous avions dit qu'il faut pour l'Afrique 2 places permanentes au Conseil de sécurité avec droit de veto, et il faut encore 3 ou 5 places autres non permanentes. Bon, il est évident qu'on est peut-être maximaliste, c'est ce que Bernard Kouchner et le président Sarkozy nous ont fait remarquer au sommet de Nice, mais notre revendication est légitime. Plus de 1 milliard d'habitants, c'est ça l'Afrique, et les 3/4 des questions au Conseil de sécurité concernent l'Afrique et nous ne sommes pas présents. En particulier en matière de maintien de l'ordre, et je précise qu'ici en RDC a lieu la plus grosse opération onusienne du monde. Bien 20 000 casques bleus actuellement en RDC. Tout à fait. Est-ce que la difficulté n'est pas pour les Africains d'abord de trouver un accord entre eux? Mais au-delà de la difficulté, comme M. le ministre vient de l'indiquer, il y a plus de 53 pays africains. Il est souvent difficile de faire le choix entre ces puissances. Mais sur la question de forme, M. le ministre a bien indiqué que la plupart des questions concernent l'Afrique et que l'Afrique, bientôt, c'est 1 milliard d'individus. Mais il y a le problème des capacités. Quels sont les pays africains qui ont la capacité de faire faire ou d'interdire de faire? Alors, quand on pose cette question, on se rend bien compte que même si l'Afrique a 53 pays, même si l'Afrique est importante, même si les questions de l'agenda des Nations Unies concernent l'Afrique, il n'est pas toujours avéré dans l'état actuel des choses, parce que pour qu'il y ait modification, notamment de la charte de l'ONU, il faut l'accord de 5 membres permanents. Or, les 5 puissances des Nations Unies qui détiennent le veto, comme M. le ministre l'a bien précisé, ont hérité de cette position à partir de la guerre, notamment la Seconde Guerre mondiale. Je ne pense pas personnellement qu'il y ait un moindre pays disponible. Bien sûr, la France a exprimé ses intentions pour soutenir les candidatures africaines et les présenter. Mais voyons quelle est la situation actuelle sur cette question. La Chine est en face. La Chine a été placée là par les États-Unis pendant la Deuxième Guerre mondiale pour être le pion central de contrôle du Japon, parce que c'était avant Nagasaki et Hiroshima. Donc, il est presque quasiment assuré que la Chine n'acceptera pas que le Japon récupère le droit de veto. Et on ne va pas s'en sortir alors? On ne va pas s'en sortir parce que pour qu'il y ait réforme, il faut un accord de pays membres permanents du Conseil de sécurité. Mais on doit évoluer parce que le contexte général dans lequel les principes du Conseil de sécurité avaient été établis, ce contexte général a complètement changé. Aujourd'hui, il est totalement inadmissible qu'un pays, sortons du continent africain, voyons l'Inde, 1,2 milliard d'habitants pour un seul pays, qu'est l'Inde. 1,2 milliard d'habitants. Et l'Inde n'a rien à dire au niveau du Conseil de sécurité. Donc le contexte général a évolué. Nous sommes sortis de la situation de guerre, nous sommes sortis des années 45, et aujourd'hui on ne peut pas dire que l'Afrique, avec 1 milliard et plus, nous sommes plus d'1 milliard d'habitants depuis quelques temps là, ne peut pas avoir un mot à dire au Conseil de sécurité. C'est totalement inadmissible. Alors ça, c'est une chose, c'est la représentation par rapport au nombre, par rapport à la puissance éventuellement que l'on représente. Mais on peut se poser la question, qu'est-ce qui serait différent aujourd'hui dans les décisions du Conseil de sécurité si, par exemple, l'Afrique y était? Qu'est-ce qu'on ferait de différent d'aujourd'hui? On tiendra compte beaucoup plus, de manière plus réaliste, de réalités africaines telles que nous les connaissons. Il est évident que nous demandons 2 places permanentes avec droit de veto. Nous disons maximalistes, nous voulons entre 3 et 5 postes non permanents. Mais au moins, nous serons là avec des représentants qui sont permanents et qui suivent l'évolution de tous les dossiers qui concernent l'Afrique. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. C'est-à-dire que la communauté internationale, vous pensez qu'elle fait des erreurs actuellement sur le continent africain? Elle minimise le continent africain par rapport, disons, à sa dimension réelle qui a changé lorsque le Conseil de sécurité avait été mis en place.
tous les États africains étaient encore des colonies. Donc la décision a été prise un peu sans qu'on tienne compte de nous. Et pour peut-être mettre une pointe d'humour, je pense que c'est ce musicien d'Afrique de l'Ouest qui disait, bon, ils se sont partagés le monde, ils ont partagé l'Afrique sans nous demander notre avis, ils ont partagé le royaume Mossi, une partie est allée de tel côté, une autre partie de l'autre, sans demander notre avis. Nous disons que le contexte a changé et il est normal que nous soyons présents et que nous puissions faire entendre notre point de vue. C'est plutôt un problème de l'Afrique ou un problème de l'ONU, cette histoire? Parce qu'on entend les deux là. Je ne voudrais pas faire de cynisme ici, mais il y a un très grand parallélisme entre l'équilibre, les répartitions des tâches aux Nations Unies et la situation économique de l'Afrique dans le monde. Aujourd'hui, on en parlera peut-être tout à l'heure, l'Afrique représente moins d'1% du commerce mondial, alors qu'on représente à peu près 15% de la population. Le PIB de toute l'Afrique est inférieur au PIB du Benelux, qui est un petit conglomérat d'États en Europe et qui ne joue pas un rôle prépondérant. Et je pense que ce rapport de force se représente également dans les institutions, qu'elles soient multilatérales ou bilatérales. Et malheureusement, même si, à mon point de vue, nous obtenions les sièges au Conseil de sécurité des Nations Unies, je pense que le poids relatif de la voix que nous pourrions porter aurait toujours tendance à être marginalisé tant que cet équilibre économique global ne sera pas rééquilibré. Et c'est d'autant que s'il s'agit par exemple d'engager une opération comme la MONUC au Congo ou ailleurs, il faut mettre les moyens. À l'heure actuelle, ce sont les États-Unis qui payent pratiquement la moitié, sinon plus, de tous les engagements des opérations de maintien de la paix. Alors si on ajoute un pays africain, c'est bien, formellement, ça permet à représenter le monde. Mais quelle est la capacité en termes de rapport de force demain si on ajoutait un pays comme l'Afrique du Sud, je ne sais pas moi, le Nigeria ou un autre pays africain, quelle est la capacité pour les pays africains à s'engager? Ou la République démocratique du Congo. Mais au moins, notre revendication de dire nous voulons être présents au Conseil de sécurité avec droit de veto, si nous avons le droit de veto, ça veut dire qu'on ne peut pas faire n'importe quoi sans notre avis, puisque nous aurions le droit de veto. Si on se projette 10 ans, 20 ans en avant, est-ce qu'on aura ici une organisation régionale ou une organisation continentale du type Union européenne, du type, rêvons un peu, États-Unis d'Afrique? Où est-ce qu'on va, à votre avis? La problématique des États-Unis d'Afrique se pose de deux manières. C'est depuis Nkrumah que l'affaire avait été lancée, mais en 1960, il y avait deux groupes. Il y a le groupe de Casablanca, ceux qui étaient partisans des États-Unis d'Afrique, et le groupe de Monrovia qui regroupait les chefs d'État et de gouvernement qui pensaient que les pays africains viennent à peine d'acquérir l'indépendance. Il n'est pas question de s'aborder leur souveraineté au profit d'un État continental. Ils ont fait le choix de la coopération entre les États. D'abord, l'affirmation de la souveraineté de chaque pays nouvellement indépendant et d'assurer la coopération entre les États africains et lutter contre le colonialisme parce qu'il fallait libérer l'Afrique de la colonisation. L'ensemble d'un bon nombre de pays africains étant encore colonisés. Mais cette problématique étant terminée, lorsqu'il y a eu la création de l'Organisation de l'Unité africaine à Addis Abeba en 1963, c'est l'autre groupe. C'est-à-dire le groupe projeté vers l'avenir, à votre avis, on peut y arriver États-Unis d'Afrique. Pour que ceux qui nous regardent comprennent de quoi il est question, il y a eu d'abord la prise en main, le triomphe du groupe de ceux qui voulaient assurer la sécurité, la souveraineté des États et assurer la coopération. La problématique des États-Unis d'Afrique avait été rejetée. Mais elle est reprise aujourd'hui, à la fois par le président Kadhafi et d'autres chefs d'État. Mais la question qui se pose est celle-ci. Quelle est la forme que prendraient éventuellement les États-Unis d'Afrique? Il y a deux options. Ou bien on va vers la création d'un État qui serait fédéral ou confédéral, ou bien on choisirait, c'est l'approche qui me paraît probablement la plus réaliste, comment transformer l'organisation actuelle, l'Union africaine, donc comment transformer cette organisation en une organisation régionale, supranationale. Alors je vous rassure, les problèmes de souveraineté, on les a aussi en Europe. La place de l'Afrique dans le monde, c'est aussi l'image de l'Afrique dans le monde, et notamment les problèmes de gouvernance. Alors, je voudrais dire un mot sur ce qui s'est passé dans ce pays. Au début du mois, un des responsables d'une organisation des droits de l'homme a été assassiné. Il s'appelait Floribert Chebeya. Il a été assassiné dans ce pays, à Kinshasa, dans cette ville, dans des conditions qui restent totalement non élucidées à l'heure où nous parlons à la fin du mois de juin. Est-ce que ce type d'événements, ce type de problème d'absence de sécurité, problème de gouvernance, risque de poser un problème pour l'image de l'Afrique? Non, je voudrais revenir d'abord sur ce que sera l'Afrique dans 10, 15 ou 20 ans. Je pense qu'objectivement,
les frontières du Congo resteront les mêmes. Et la plupart des frontières des États africains n'auront pas varié. Mais il y aura peut-être transfert d'un peu plus de pouvoir à l'Union africaine. Donc je ne pense pas que nous puissions, dans 10 ans ou dans 15 ans, avoir des États-Unis d'Afrique avec un gouvernement central basé à Addis Abeba ou basé à Kinshasa, je ne pense pas. Donc je suis quasi convaincu qu'à voir l'évolution actuelle, nous resterons dans nos frontières actuelles, mais il y aura bien sûr un certain nombre de changements. Il est fort possible que le Soudan soit 2 États l'année prochaine. Alors pour revenir... La question des droits de l'homme. Oui, aux questions des droits de l'homme. La mort de Frédéric Tchebeya a choqué de manière extrême la plus haute autorité de ces pays, à savoir le président de la République et tout le gouvernement de la République. Et nous avons décidé que la lumière doit être faite. Nous savons que Tchebeya a été tué. Il a été tué, il est mort de mort violente. Et il faut absolument, vis-à-vis de notre propre population, bien avant l'opinion internationale, que nous puissions clarifier les choses. Et lorsque nous avons dit qu'on va mener une enquête purement congolaise, ce n'est pas pour cacher quoi que ce soit, ce n'est pas pour protéger qui que ce soit. C'est pour pouvoir démontrer qu'en 50 ans d'indépendance, nous sommes capables, face à ce que nous considérons comme quelque chose de totalement inacceptable, que nous sommes capables de mener une enquête, d'arriver à la fin de cette enquête et de punir les coupables. Donc l'enquête se déroule correctement. Le procureur général de la République a transféré le dossier auprès des juridictions militaires parce que les personnes qui sont apparemment concernées sont les corps habillés. Et cette enquête, il y a volonté du président de la République, il y a volonté du gouvernement, il y a volonté de tous les animateurs, de toutes les institutions de la mener à son terme. Alors, certains pays, certains organismes demandent une enquête internationale. Vous nous dites qu'il y aura une enquête, mais elle sera purement congolaise. On doit s'interrompre quelques instants pour prendre connaissance des dernières nouvelles. Mais restez avec nous parce qu'on revient tout de suite après le journal ici à Kinshasa pour parler de l'avenir de la place de l'Afrique dans le monde. Voilà, à suivre la seconde partie du débat de ce soir avec Jean-Bernard Cadier. Alors que les pays africains fêtent tour à tour l'anniversaire de leur indépendance, ils se penchent sur l'avenir du continent africain. Quel avenir donc pour le continent noir? C'est à suivre avec Jean-Bernard Cadier en direct de Kinshasa. Nous reprenons en effet notre débat ici à Kinshasa où l'on célèbre le 50e anniversaire de l'indépendance. Notre débat sur l'avenir de l'Afrique et la place de l'Afrique dans le monde demain avec nos invités que je vous invite à découvrir à nouveau. Je vous les présente à nouveau. Le ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, M. Alexis Tambwe Mwamba. Avec nous également le professeur Mouaïla, professeur à Paris 12, spécialiste de géopolitique. Michel Lozambé qui est... directeur général de Citibank Congo, président de l'Association congolaise des banques, et Bruno Minas, journaliste à RFI, spécialiste de l'Afrique. Et d'ailleurs, je vous signale au passage que Bruno Minas va devenir dans quelques jours le correspondant de RFI ici à Kinshasa, ce qui est une excellente nouvelle. L'autre excellente nouvelle étant que les antennes et les émetteurs de RFI à Kinshasa vont rouvrir dans quelques jours ici à Kinshasa et en République démocratique du Congo. On va parler maintenant de l'économie, la place de l'Afrique dans le monde. Évidemment, on se pose la question de la croissance. Nous sommes dans un monde où la croissance est en train de décliner partout, sauf en Afrique. Alors, Michel Lozambé, si ça continue comme ça, si ça continue à décliner ailleurs et ça continue à être stable et suffisamment solide, selon les chiffres en tout cas, ici en Afrique, est-ce que l'Afrique n'a pas une carte à jouer dans les années qui viennent ? Absolument. L'Afrique a une carte à jouer et devrait profiter de cette conjoncture qui survient d'après la crise financière et de la récession mondiale qui a eu lieu il y a 2 ans. Je pense ici que l'Afrique a une opportunité non pas de se reconstruire, mais de se construire. Nous avons, vous savez, travaillé sur les 50 dernières années sur la tentative d'adaptation d'un modèle socio-économique occidental, sans vraiment tenir compte des réalités socio-culturelles de l'Afrique. Il est temps aujourd'hui de repenser ce modèle économique et de partir sur un environnement favorable pour faire valoir la voie économique dont l'Afrique peut bénéficier aujourd'hui. Avant cela, effectivement, il faut que l'Afrique puisse d'abord remettre un peu d'ordre dans son arsenal, parce que bon, quand on parle d'Afrique,
Nous ne parlons pas d'une économie homogène, nous parlons d'une économie à plusieurs vitesses, avec l'Afrique du Sud et le Maghreb qui font un peu la différence avec le reste du continent. Et les pays alors soyons concrets, parlons d'ici, parlons de la République démocratique du Congo. On a une croissance relativement soutenue. Est-ce que ça veut dire que ce pays va décoller dans les 10-20 ans qui viennent? Oui, la République démocratique du Congo a cette opportunité-là. Donc il est vrai que depuis 5 ou 6 ans, le taux de croissance est de 5 à 6%. Et nous avons l'opportunité d'aller plus vite encore dans l'avenir. Mais il y a un phénomène ici qui est un phénomène de rattrapage d'après-guerre d'abord. Nous sortons de 2 décennies de contraction économique liée à la situation sociopolitique, les guerres, etc. Donc le taux de croissance est d'abord un effet de rattrapage et est essentiellement lié sur une croissance autour de la consommation et des services et très très peu autour de la production. Et qu'est-ce qu'il faut pour passer du rattrapage au décollage? Pour passer du rattrapage au décollage, il faut qu'un certain nombre de conditions soient réunies et ces conditions sont notamment celles qui peuvent favoriser l'investissement important en RDC. Nous avons vu cette croissance est essentiellement liée à l'assistance de la communauté financière internationale. Je pense qu'aujourd'hui, la Banque mondiale doit statuer sur le point d'achèvement de la RDC au PPTE. Malheureusement, à la demande d'un pays membre du conseil d'administration, la réunion est reportée de 72. La réunion du conseil d'administration de la Banque mondiale est reportée de 72 heures, malheureusement. Voilà. Donc nous n'aurons pas le bénéfice de l'annoncer pour l'anniversaire, mais je pense que c'est un phénomène qui ne devrait pas poser beaucoup de questions en termes de faisabilité. Mais il est important aujourd'hui que le Congo se dote des outils nécessaires à attirer l'investissement privé et non pas l'investissement public ou l'assistance de la communauté financière internationale, de baisser notre dépendance par rapport à cela. Et pour cela, effectivement, il y a beaucoup de travail à faire sur le climat des affaires, qui aujourd'hui reste un problème, bien que le gouvernement et les dirigeants de ce pays en ont pris conscience, finalement, et ont intégré dans le programme de gouvernement un certain nombre de mesures pour graduellement réduire les problèmes liés au climat des affaires. Ce n'est qu'un investissement privé important dans un climat de transparence et de bonne gouvernance qui va permettre de créer cette amorce et de relancer de manière significative et pérenne l'économie congolaise. Bruno Minas, vous y croyez, vous, un décollage possible dans les 10-20 ans qui viennent? Tout dépend des stratégies adoptées. Il y a quelque chose qui fait couler beaucoup d'encre sur le Congo, c'est la relation économique avec les Chinois, à savoir, pour faire court, l'échange minerai contre infrastructure. Est-ce que c'est ça la bonne solution, d'échanger ces minerais contre des infrastructures, ou est-ce que c'est pas plutôt de développer l'économie propre, endogène du pays? Je voudrais intervenir sur ce rapport entre la Chine et la RDC et toute la critique qui s'en est suivie, plus particulièrement dans les pays occidentaux. D'abord, la première chose, c'est que nous n'avons pas ouvert notre économie et notre partenariat uniquement à la Chine. Nous ouvrons notre partenariat à tous les pays du monde. Nous sommes prêts à discuter avec les Français, avec les Américains, avec les Australiens, sur les mêmes bases. Nous avons constaté que nos richesses minérales ont permis à plusieurs pays de par le monde de se développer et que nous avons, par rapport aux pays qui étaient sur le même niveau de développement que nous, le 30 juin 60, nous avons connu un retard extraordinaire. Et imaginez-vous qu'au 30 juin 60, ce pays avait exactement le même niveau de vie que l'Afrique du Sud. Il avait le même niveau de vie que la Corée du Sud. Aujourd'hui, la Corée du Sud est la 13e économie mondiale. Et nous sommes un pays PPTE. L'Afrique du Sud, aujourd'hui, est le pays phare dans le continent. Alors que le 30 juin 60, les Blancs sud-africains venaient se soigner à Lubumbashi, au Katanga, parce que nous avions atteint sur ce plan-là un niveau de développement qui était de loin supérieur à ce qu'il y avait en Afrique du Sud. Alors, heureusement, avec le dynamisme du président actuel, il est apparu que certes, nous sommes en retard, mais que nous pouvons rattraper ce retard. Peu de pays dans le continent ont le potentiel que nous avons. Nous avons le cuivre, nous avons le cobalt, nous avons les columbo-tantalite, nous avons tout ce qu'il faut pour pouvoir décoller. Nous avons le pétrole et nous avons le gaz méthane. Alors qu'est-ce qui vous manque? La question maintenant est de dire, cherchons un nouveau partenariat qui permette à ceux qui s'approvisionnent chez nous en matière première de nous apporter des choses concrètes sur le terrain.
Vous pouvez imaginer que tous les travaux que vous voyez aujourd'hui à Kinshasa, et ce n'est qu'un exemple, parce que ces travaux se font également au Katanga, ces travaux se font ailleurs dans la République. La plupart de ces programmes de modernisation de la ville ont été réalisés sur une période de moins d'une année. Par des Chinois essentiellement. Oui, mais dans le cadre de ce partenariat. Vous êtes satisfait de ce partenariat? Vous pensez qu'il est équilibré? Nous pensons qu'avec un partenariat dynamique, pas seulement avec les Chinois, mais avec d'autres pays qui veulent, sur base en fait, disons, pas venir avec une valise et puis prendre tout ce que nous avons, aller construire un pays européen ou un pays américain et nous laisser, en fait, disons, pays du tiers-monde. Alors, nous sommes restés au Moyen-Âge, alors que beaucoup se sont développés grâce à nous. Pour prolonger le propos de messieurs les ministres, je pense qu'il y a une certaine focalisation sur le partenariat avec la Chine en dehors du Congo qui est, à mon avis, exagéré. Le ministre a eu raison de préciser qu'il y a de la place dans ce pays pour tous les partenaires du monde entier qui veuillent bien s'engager derrière la République démocratique du Congo. Mais ce qui est encore le plus important, ce n'est pas en soi le partenariat comme la capacité d'ouverture du Congo, la main tendue aux partenaires extérieurs qui peuvent aider le Congo à faire les choses. Mais ce qui compte, dans le prolongement de ce que dit monsieur le ministre, la stratégie, quelle est la stratégie du développement de ce pays, de son industrialisation pour créer les richesses? Parce que si le Congo s'engage dans un processus de création des richesses, de transformation de ressources déjà minières ou agricoles dans ce pays, il y aura là, à mon avis, probablement le premier pilier à partir duquel on peut refonder l'économie ou fonder l'économie, pour reprendre le terme de M. Le Sembe. Alors à ce moment-là, le Congo, avec ses potentialités actuelles, peut être un lieu attractif pour les investissements étrangers directs, évidemment. Nous avions parlé tout à l'heure de quelle opportunité l'Afrique peut-elle saisir par rapport à la mondialisation et aux différents flux ou courants qui font bouger cette mondialisation. Je pense qu'aujourd'hui, surfer sur la vague chinoise peut être une stratégie à utiliser et je pense que c'est l'option que la RDC a choisie aujourd'hui. La Chine a compris également que les grandes économies occidentales se désintéressent de l'Afrique. Je pense que l'ouverture de l'Europe de l'Est a été le déclenchement d'une redirection de l'investissement occidental au sens large en dehors de l'Afrique et laisser un terrain vide, donc un marché d'un milliard d'habitants. Bon, il est vrai des États pas tout à fait organisés, avec des problèmes de gouvernance et autres. La Chine a pris comme option stratégique de réoccuper ce terrain, parce que ce qu'elle fait avec la RDC, elle ne le fait pas. Mais est-ce que ce partenariat vous paraît équilibré? Voilà, est-ce que la RDC c'est la condition aujourd'hui, c'est là où je voulais en venir. Pour que nous puissions surfer sur cette vague chinoise-là, il faut que nous puissions en préserver les équilibres fondamentaux et nous assurer que ce que les Chinois veulent de nous, nous obtenions de nous ce que nous pouvons prendre chez eux. Allez, un exemple concret. Areva veut des gisements d'uranium en République démocratique du Congo. La question qu'on peut poser, mais est-ce que vous pourrez aussi nous proposer dans ce contrat-là la possibilité d'avoir une centrale nucléaire? Comment est-il possible que, grâce à l'uranium du Congo, d'autres pays puissent construire des centrales nucléaires partout et que nous, qui fournissons cet uranium, ne puissions pas avoir aujourd'hui une seule centrale nucléaire? Si Areva vient avec ce genre de discours, vous avez des problèmes d'énergie dans tel coin de la République, si nous venons exploiter l'uranium, que les choses se déroulent correctement, voilà, nous avons notamment un projet, là où vous allez nous indiquer, de bâtir une centrale nucléaire, et ils deviennent immédiatement des partenaires autrement plus crédibles. Bon, visiblement, les négociations sont en cours et M. le ministre profite du débat pour faire avancer son point de vue dans ces négociations avec Areva. On ne fait pas avancer les débats dans les négociations dans un débat télévisé. Mais au moins, c'est pour vous dire le type de partenariat que nous recherchons désormais. Et justement, M. le ministre a raison de préciser ce point. La balle est d'abord dans le camp du gouvernement congolais. Quand on engage un partenariat, c'est d'abord le gouvernement demandeur du partenariat qui fixe le cap, qui pose les conditions, quitte à ce que les partenaires répondent ou non à ces questionnements. Alors si vraiment la République démocratique du Congo est demandeur dans ce partenariat, par exemple avec Areva, qui consiste à dire, bon voilà, nous sommes un pays de potentialité sur la question nucléaire, est-ce qu'il n'y a pas moyen, le gouvernement congolais est demandeur
si possibilité il y a, d'une base, enfin, comment dire, d'une usine nucléaire de production d'électricité civile. À partir de ce moment-là, on sait de quoi on parle. Si on attend que ce soit Ereva qui fixe le calendrier et qui pose les conditionnalités, aujourd'hui, nous avons dépassé l'étape où le partenaire fixe le calendrier et fixe ses conditions. Donc c'est pour revenir à la question sur le partenariat avec les Chinois. Nous avons dit, OK, vous avez besoin de matières premières. Nous les avons parce que finalement, ce qui est connu de nos réserves du sous-sol, c'est une partie infime par rapport à la réalité. Bon, nous disons, OK, vous pouvez vous approvisionner chez nous, mais en contrepartie, nous voulons bâtir ce pays. Voilà la démarche nouvelle que nous avons. Bruno Minas, ce partenariat vous paraît équilibré ou pas? Est-ce que la RDC et l'Afrique en général, va y trouver son compte dans les années qui viennent? Le problème, c'est la durée. C'est jusqu'à quand les matières premières et jusqu'à quand les infrastructures. Mais justement, il faut pas que ça s'arrête trop vite d'un côté ou de l'autre. Non, comme on ne peut pas savoir jusqu'à quand durent les matières premières, il faut être sûr que nous profitons de ce que nous avons aujourd'hui pour pouvoir mettre en place des infrastructures qui permettent à ce pays de se développer. Nous avons 2 345 000 km² et nous n'avons aucune autoroute qui va du nord au sud, de l'est à l'ouest. Donc on a un retard considérable qu'il faut pouvoir rattraper. Et nous aurons des exigences dans tous les domaines. Prenons le domaine de la forêt. Allez, le monde respire aujourd'hui grâce à l'Amazonie, grâce au bassin d'Indonésie et grâce à nous. Nous avons 60 millions de Congolais qui vivent dans la forêt ou qui vivent de la forêt. Il faut nous donner, si nous devons sauvegarder la forêt pour permettre à l'humanité de vivre correctement, il faut que nous ayons des compensations qui nous permettent de construire des routes, de construire des écoles, de construire des hôpitaux. C'est ça la démarche. C'est le discours que nous voulons faire passer à l'ensemble du monde. Donc là, ça devient un partenariat sérieux, donnant-donnant. Vous nous demandez de protéger la forêt pour que le monde survive. OK, donnez-nous les moyens de faire, en protégeant la forêt, de permettre à ceux qui vivent de la forêt ou qui vivent dans la forêt de vivre décemment. Bruno Minas, quand vous dites que ça dépend du temps, de la durée, vous sous-entendez quoi? Je sous-entends qu'à un moment donné, il faut quand même être maître de ses richesses et ne pas avoir un client exclusif. Non, nous sommes maîtres de nos richesses. Non. Et même au-delà de la question du temps, pardon monsieur le ministre, au-delà de la question du temps, la question à mon avis qui est encore primordiale dans ce partenariat chinois, indépendamment de ce qu'on en dise les uns les autres, c'est quelle est la capacité du gouvernement congolais, son expertise à contrôler les infrastructures, la qualité des infrastructures que la Chine fabrique. Lorsqu'on demande à un partenaire, par exemple, de jeter les ponts, de construire les chaussées, etc., il va falloir, dans l'intérêt d'éclairer les lanternes des Congolais, de les rassurer sur la qualité des infrastructures qui sont en chantier actuellement. Professeur, dans un gisement minier, c'est une exploitation à très long terme. Si contre un gisement minier, nous exigeons une autoroute qui parte de Matadi à Lubumbashi, mais avant que le partenaire n'arrive à réaliser 20 à 30% de sa production minière, si le travail a été mal fait par la route, on va se rendre compte tout de suite. On ne va pas dire, écoutez, vous nous avez fait une route là-bas qui a tenu une saison des pluies, bon, vous étiez très gentil et tout cela. Non, on va dire, écoutez, messieurs, vous devriez garantir au moins 10 ans pour un travail comme celui-là, en fait. Il y a des malfaçons, reprenez. C'est sûr qu'il y a un contrôle. On ne peut pas se permettre de lui dire, faites la route comme vous le voulez. Ce qui se fait là-bas, et aujourd'hui, le gros avantage que nous avons dans ce pays, c'est que de moins de 10 universitaires au moment de l'indépendance, vous avez enseigné aujourd'hui, vous avez sorti des milliers, des dizaines de milliers de diplômés congolais qui sont sortis de toutes les grandes universités du monde. Donc on a la capacité de pouvoir faire un contrôle. Et tout le monde dit que l'éducation, la formation, c'est la clé de l'avenir. Nous arrivons au terme de ce débat. Merci infiniment, messieurs, d'y avoir participé. Et puis je vous rappelle la bonne nouvelle concernant Kinshasa et la RDC, c'est que les émetteurs de RFI, Radio France Internationale, vont rouvrir dans quelques heures, quelques jours ici en RDC. Ici Kinshasa, merci d'avoir suivi toute cette série sur les indépendances africaines, préparée notamment par Sandrine Trainer, ici Kinshasa. Et maintenant, c'est Paris Direct qui continue.